J'ai fait l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux et j'ai donc eu mon diplôme d'architecte. Je me suis installée en libéral et j'ai travaillé pendant 20 ans sur Bordeaux. Et en particulier, j'ai beaucoup travaillé sur le bâti ancien dans un cadre un peu spécifique auprès d'un opérateur et aménageur de la ville de Bordeaux, donc une société semi-publique euh, qui m'a confié un travail de diagnostic, on va voir ce qu'ils entendent par là, et de suivi d'immeubles privés dans le tissu ancien. Euh, et plus récemment, voilà, ça fait 2 ans qu'à présent je travaille pour Bordeaux Métropole. Je ne suis plus libérale. J'occupe le poste d'experte immeubles dangereux. Et cette fois-ci, ma mission se consacre quasiment exclusivement au diagnostic structurel. Alors voilà, le cœur de ces diagnostics était surtout dans le tissu ancien, parfois très ancien. Donc c'est un tissu dense dans un cadre assez spécifique qui a déjà été présenté à l'épisode 4 de ce groupe de frugalité heureuse. Donc vous pourrez vous y référer si vous voulez. Cet aménageur avait, donc c'est une cité sur Bordeaux, qui m'avait missionné sur certains îlots qu'ils avaient déjà ciblés avec la collectivité comme étant générateurs de voilà, pas mal disons, de problématiques faisant l'objet des immeubles qui faisaient l'objet d'arrêtés, d'insalubrité ou de péril. Il y avait un certain cumul, en fait, qui ont été recensés au préalable. Et ma mission a été, sur certains îlots, et parfois en dehors même de ces îlots, d'aller repérer sur site, vraiment en visitant à la parcelle l'état des immeubles et des logements. Donc vous voyez ici qu'on est dans un tissu dense, voilà, vraiment le tissu ancien où les constructions sont accolées les unes aux autres et tous les petits ronds bleus que j'ai représentés sont les lieux où j'ai été sur site pour observer les immeubles et en définir la nécessité ou pas d'engager une procédure particulière de restauration immobilière. Ces procédures, elles ont pour but donc de résoudre des problématiques d'habitat, on en a parlé, donc les périls, la salubrité, les impropres, mais aussi d'améliorer les conditions de vie, parce que l'avantage de ces études à Lilo, c'est qu'on peut se permettre d'envisager des ouvertures de logements sur des espaces extérieurs qui reprennent une qualité, de rétablir des intimités qui manquent à force de modifications, de créer des locaux communs, des locaux vélos, enfin d'améliorer les conditions générales de vie, et aussi d'aérer les cœurs d'îlots, de retrouver des jardins, et maintenant on en parle beaucoup, des îlots de fraîcheur. Et mon rôle là-dedans, c'était pour l'essentiel de visiter des immeubles déjà ciblés. Il pouvait arriver j'en signale un autre, puisque l'intérêt, c'est qu'en étant dans un immeuble et en ayant peut-être un regard un peu à l'îlot, ça permet parfois de se dire, oula, mais celui-là, il va pas très bien non plus, ça a l'air, tel que c'est fait, ça a l'air d'être pathogène. Suite à ces visites d'immeubles, il fallait créer une fiche que je vous présenterai à la fin, qui recensait l'ensemble des problématiques en partie communes et en partie privatives. Et enfin, assortir, pour ceux qui le nécessitent, un programme de travaux sur ces parties communes et sur ces parties privatives, soumis à déclaration d'utilité publique, et programme de travaux qui peut donc, à la suite de cette déclaration d'utilité publique, devenir obligatoire. C'est-à-dire que les propriétaires sont obligés de mettre en pratique ce programme sous un temps défini, avec des possibilités de délaisser son bien si c'est trop compliqué, ou de revendre, ou d'avoir des subventions qui aident à faire passer un petit peu le coût des travaux.
Avant d'aller sur site, moi je trouve intéressant quand on a les éléments, quand on a en ville en général, on arrive dans les grosses agglomérations, on arrive assez facilement à retrouver les cadastres qui sont numérisés. En plus, c'est de plus en plus facile pour essayer de comprendre un petit peu déjà dans quel type de tissu on met les pieds, s'il a été très modifié ou pas. Ici, là, l'îlot en question, le cadastre des années 1830, montre un îlot dont le cœur est pas encore très urbanisé. Les constructions, globalement, se sont développées au 19e hein, dans ce quartier-là. Par contre, on voit qu'en l'espace de 20 ans, hein, entre 1830 et 1850, il commence à y avoir beaucoup plus de petits bâtiments et de gros bâtiments qui viennent noyauter le cœur d'îlot. Il commence à y avoir voilà, un besoin de s'étendre, peut-être d'avoir des lieux d'activité, peut-être d'artisanat, etc. Et le cœur d'îlot commence à être un petit peu engoncé et chaque parcelle commence à être bien remplie. Je m'intéresse aussi au niveau de la parcelle, à ce qui existait. Ici, la parcelle, alors, je ne sais pas si vous voyez la souris que je déplace sur l'écran, normalement vous la voyez, la parcelle était occupée initialement par un bâtiment, a priori pas très grand, avec une cour sur l'avant et une cour sur l'arrière. De ce bâtiment-là, au mieux, il reste deux bouts de murs mitoyens, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir moi après sur site, je n'ai rien retrouvé d'autre. Donc, on va prendre plutôt comme référence le cadastre de 1850, où on voit que le bâtiment, cette fois-ci, le bâtiment principal sur rue occupe ce qu'il occupe encore aujourd'hui. Il vient en alignement, il vient de part et d'autre, et il le recouvre l'emprise du bâti plus ancien. C'est un bâtiment de nature assez modeste. Il n'y a pas de modénature, il n'y a pas de balcon. La pierre utilisée est assez tendre. Les escaliers sont en bois. Sur Bordeaux, il faut savoir que les quartiers les plus voilà, aisés ou les constructions les plus... La plupart des constructions étaient avec des escaliers en pierre. Donc l'escalier bois, c'était voilà, une nature plus modeste de bâtiment. Et puis côté jardin, on observe déjà des sortes d'excroissances qui sont généralement ce qu'on appelle ici les souillardes, hein, donc l'unique point d'eau de l'immeuble parfois. Et en général, il y a aussi la fosse d'aisance, puisque l'égout n'était pas toujours déjà présent dans les rues. C'est important, on va le voir plus loin. Et enfin, je m'attache au cadastre actuel où on se rend compte que il y a bien un bâti principal, qui est le bâti 1900 et quelques, 1950. Mais en fond, là, toute la parcelle a été occupée tout le long de la limite mitoyenne et jusqu'au fond de parcelle par une annexe. Ces annexes, en général, c'était à but d'atelier ou de stockage, rarement d'habitat. Donc, je vais aussi voir les outils avant même la visite. J'essaie de repérer, grâce soit aux photos aériennes, soit à Google Globe, que vous connaissez peut-être. J'essaie de voir comment est constitué le bâti, parce que ça me permet après, lorsque je visite, de savoir où je me situe, de mieux me situer et donc de faire moins d'erreurs. Donc, on reconnaît bien ici, je vais prendre la vue en 3 dimensions, on reconnaît bien ici le bâti sur rue, qui est le bâti principal en pierre, les bâtis secondaires qui se sont étendus au fond, les extensions, parce que ben, celui-là, c'est une extension, mais là aussi, on voit qu'il y a eu disons que la hauteur du bâti initial a été vraisemblablement rehaussée. Par contre, là, je n'ai pas la date. Voilà, tout ce qui est annexe ou pas. En général, la qualité de construction est décroissante. Donc, lorsque je vais sur site, j'ai rarement des plans. Quand on en a, c'est une chance, il faut s'en servir, il ne faut pas hésiter à s'en servir pour avoir un plan sur lequel on note tout ce qu'on voit. Quand on n'en a pas, moi, je fais ce qu'on appelle une épure pour la restitution en fiche derrière, pour bien analyser l'ensemble. C'est-à-dire que c'est qu'après coup, à froid, qu'en général, on arrive à piger ce qui se passe. Donc, par exemple, pour le premier logement, on avait pu noter, mais déjà, il n'était pas déclaré comme logement, c'était un local d'activité, le changement de destination n'avait pas été fait.
La vitrine d'origine, bon, bah, il y a eu un bidouillage pour transformer en logement. Il y a une boîte aux lettres, je ne sais pas si vous la voyez ici, elle perce complètement le mur. Donc, il y a des choses de sécurité un peu générales, comme les absences de détecteurs incendie, des rambardes qui mènent aux mezzanines qui ne sont pas conformes. Il y a une absence de ventilation continue. euh, et il y a des cafards. Voilà. Voilà pour ce logement qui vient pourtant d'être aménagé. Lorsque je visite ce logement, il a peut-être 2 ans, voilà, pas plus. Lorsque j'emprunte la cage d'escalier, j'observe une fissure dans les cloisons. C'est des cloisons, c'est pas des murs en pierre. On va y revenir à cette cage d'escalier. Lorsque je vais voir là, le lot à l'arrière du bâti principal, bah, c'est un lot en rez-de-chaussée. Souvent, l'habitat n'était pas en rez-de-chaussée, hein. À Bordeaux, souvent, le rez-de-chaussée, très humide, est utilisé plus pour de l'activité. Donc là, on en a fait un logement, peut-être dans les années 80 ou 90, je ne sais pas, avec une mezzanine, voilà, qui donne sur une cour qui est pas très qualitative, qui est toute petite, il y a très peu d'éclairement, la paroi, elle prend l'eau, elle est très humide. Et puis il y a des dysfonctionnements. Ils mettent une VMC, mais l'extracteur s'extrait directement dans le séjour. Voilà. Donc ramène l'humidité de la salle de bain en plein dans le séjour. Donc un défaut d'équipement, quoi, de mise en œuvre d'équipement. Lorsqu'on regarde la façade arrière du bâtiment sur rue, on observe ici, à peu près au nez du plancher du premier étage, on observe des pierres qui sont très érodées. C'est une pathologie assez classique pour nous à Bordeaux concernant ces pierres tendres qui sont très facilement attaquables par les sels, parfois les champignons même, mais elles se délitent, elles s'enfarinent et deviennent structurellement moins porteuses. Euh, et elles sont dues aux remontées capillaires, aux absences de ventilation. Donc là, on prend un exemple d'un rez-de-chaussée où la pierre respire pas beaucoup. Elle est enduite au ciment à l'extérieur. Elle est à l'intérieur, on ne sait pas trop. Il n'y a pas de cave pour faire respirer tout ça. Donc le report se fait au niveau eh ben, juste au-dessus, là où ça commence à respirer. C'est là que vient s'abîmer la pierre. On observe aussi des passages ici très sophistiqués de réseaux, dont les eaux vannes quand même. Voilà, en aérien. Et la cour en elle-même, bah, elle est cimentée intégralement. C'est une cour utile. Elle n'est absolument pas qualitative. Et les poteaux qui tiennent la coursive qui mène au premier étage sont dégradés. Voilà. Donc, si je passe à l'étage du dessus, on a des appartements qui semblent entretenus, mais avec des petits soucis quand même, des absences de différentiel, une ventilation qui n'est que naturelle, donc un peu limite. Bon, des, des fenêtres remplacées en PVC qui fait moins respirer l'ancien. Bon, on a quelques problématiques comme ça. La cage d'escalier, elle, continue de présenter des parois un petit fissurées et puis très hétérogènes. Le garde-corps aussi de l'escalier est très très bas. Et à l'arrière, donc on prend une coursive pour accéder à l'étage, qui a été également aménagé en 2 logements. On se rend compte que la coursive est très affaissée, que les murs externes des logements, de l'enveloppe, ce sont des simples cloisons plâtrières. C'est là où on peut supposer que c'était que des ateliers à la base. Voilà, c'était pas fait pour faire de l'habitat, c'était des cloisons légères en fait. Et les planchers des logements sont affaissés, vraiment très fléchis. Tous les plafonds sont marqués ou cachés, mais sont marqués d'infiltration de toiture, depuis la toiture. Les infiltrations sont encore actives. Et même du point de vue de l'habitabilité, les espaces en séjour sont insuffisants. Ils ne font même pas les 9 mètres carrés nécessaires d'une pièce de vie. Voilà. Et bon, bien sûr, des simples vitrages. Donc là, on a quand même un cumul de pathologies, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe qui n'est pas
une structure même de façon générale qui n'est pas très adaptée à des logements et même l'aménagement des logements n'est pas satisfaisant. Si on monte encore d'un niveau, on a un escalier qui est de plus en plus problématique parce que là, il penche vers le vide. Donc, non seulement il a des garde-corps assez bas, mais là, il se met à pencher vers le vide et les parois de l'escalier sont toujours fissurées. C'est là qu'arrive le nœud du problème. Ce logement que je n'ai visité qu'en troisième visite, il a fallu 3 fois quand même pour arriver à le visiter. Ce logement-là, qui est au deuxième étage et qui donne sur vers la cour, le plancher est anormalement fléchi. Toutes les cloisons fissurent. Alors, on pourrait se dire c'est que de la cloison. Mais la cloison qui fissure, c'est parce qu'elle reçoit une charge qu'elle ne devrait pas recevoir, en fait. Il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas se passer. On a un plancher qui a été touché par des dégâts des eaux et qui est descendu. Les revêtements ont été refaits. Ils ont continué de s'écarter depuis. Donc, il n'y a jamais eu de contrôle de la structure, en fait, suite aux dégâts des eaux. Et puis, on a bon, quelques autres problématiques, comme des garde-corps non conformes, des hauteurs non conformes, des absences de détecteurs et des infiltrations au bas de la toiture. Donc, celui-là, il cumule un petit peu, mais surtout, il alerte. Il alerte sur la structure des planchers de l'immeuble, qui a été manifestement altérée par le dégât des eaux et autres raisons possibles. On va le voir plus loin. Ensuite, on a une vue du coup enfin la vue, il est obtenue depuis un autre immeuble en fait, Euh, la vue sur la toiture de la partie arrière. Et en fait, elle est complètement affaissée, tout l'avant-toit est affaissé. Donc, rappelez-vous, c'est la toiture qui est complètement fuyarde hein, et qui abrite deux logements. Et au tout dernier niveau, on a toujours cet escalier qui penche vers le vide, euh, toujours ce garde-corps très bas, et des infiltrations depuis le puits de jour. Donc voilà l'arrière de ces logements. On est dans la partie en fait qui a été surélevée et on voit bien que je ne sais pas si vous voyez là, mais l'épaisseur de ce mur-là, structurellement, il ne doit pas dépasser 10 cm et encore, j'en suis pas sûre. Je pense que c'est avec les épaisseurs de doublage et d'enduit qu'il y a. Voilà, donc ce sont des murs assez légers qui ont été aménagés et qui supportent une partie de la toiture. Donc, toutes ces données, pour l'instant, moi, je les avais notées en plan, j'avais fait le maximum de photos possibles, et ensuite, je les ai organisées dans une grille que j'emportais quand même avec moi pour essayer de me souvenir, pour essayer de rien oublier en fait. Est-ce que j'ai bien regardé la ventilation, le type de chauffage, si voilà, s'il y avait des puits de jour, est-ce qu'il y avait un local commun, une cave. Des fois, les gens ignorent qu'ils ont une cave alors qu'il y en a une. Euh, voilà, donc j'essaye comme ça de tout regrouper parce que ça, c'est des documents qui ensuite vont servir, qui vont nourrir le dossier qui va être soumis à enquête d'utilité publique. Donc, il faut être le plus précis possible. Donc, c'est un récapitulatif sur lequel, par exemple, il est noté l'écart entre le cadastre et l'état des lieux, et puis le type voilà, le type de problématique principale, quoi. Les parties surélevées, les parties accessibles par une coursive, les parties non habitables, etc. Et à l'état de l'immeuble, eh ben, je recense voilà, les toitures, les façades, les installations, les parties communes, etc. Maintenant, on a même rajouté le volet un peu isolation thermique. On essaye en tout cas d'avoir une vision globale, un peu comme dans un DTG, une vision globale. Et le but, c'est derrière, pardon, de voir les évolutions possibles. Et là, l'évolution possible, ben, il y avait la démolition partielle, la restructuration peut-être d'îlots, la création de locaux communs qui n'existent pas, peut-être des jumelages parce que les logements sont petits. Voilà, il y avait plusieurs possibilités. Et ensuite, par partie privative, de la même façon, chaque logement avait sa fiche. Ça, c'est important lorsqu'on a une copropriété.
puisque bien sûr, tout ça va être signifié à la fois au syndic de copropriété, mais aussi à chaque copropriétaire qui va recevoir ce qui le concerne du point de vue privatif. Donc là aussi, on peut noter l'état du logement, les problématiques, voilà, on essaye de tout lister. Ce qui a suivi là sur ce diag suite à cette visite, c'est qu'au préalable, il a été décidé de faire acquérir par l'aménageur la partie arrière, toute l'annexe là, pour procéder à une démolition et pour pouvoir restituer quelque chose, un espace que la copropriété restante dont elle allait pouvoir s'emparer et faire quelque chose de plus qualitatif, répondre aux autres objectifs. Donc en habitabilité et salubrité, euh, en plus de cette démolition, il s'agit de mettre aux normes aussi les réseaux d'eau pluviale, d'eau usée, qui sont quand même pathogènes hein, du point de vue de l'état des planchers, les ventilations, de créer des locaux communs et ordures, parce que c'est aussi dans le cadre du PLU de Bordeaux. En sécurité, on a demandé de diagnostiquer les planchers, de faire diagnostiquer les planchers et l'escalier. Ça, c'est aux propriétaires qu'on le demande. C'est les propriétaires ensemble, enfin, c'est le syndic de copropriété, c'est une partie commune qui va devoir euh, faire procéder à un diagnostic par un bureau d'études structure. Voilà. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est nous qui l'avons exigé. On a aussi demandé la mise aux normes des réseaux, électricité, gaz, des isolations coupe-feu, parce que là, il n'y avait aucun travail sur l'isolation au feu entre les parties communes et les logements, par exemple. La mise en place des garde-corps aux normes. Et après, du point de vue patrimonial, ben, on a demandé la vérification de la couverture, des châssis, la réparation des planchers suivant le diag, le ravalement des façades et des souches de cheminée, et le traitement des héberges. Alors, pour ceux à qui ça parle pas, les parties en tout cas qui peuvent surplomber les fonds voisins et l'éventuel abaissement de ces murs parce qu'ils sont inutilement hauts souvent. Surtout si on démolit une partie, on peut parfois abaisser les murs. Et enfin, d'améliorer les performances énergétiques de l'enveloppe et des équipements. De toute façon, cette amélioration est nécessaire pour obtenir des aides. La suite qui ont été données par la copropriété, c'est d'abord un diagnostic structure. Il a été vu lors de ce diagnostic, il y a eu des sondages destructifs qui ont montré des solives de très faible section et localement rompues. Donc, ça explique bien ce fléchissement qui avait été observé et toutes les cloisons qui avaient fissuré puisqu'elles reposaient sur ce plancher et se faisaient aussi comprimer par le plancher du dessus. Euh, le décloisonnement des cloisons d'origine qui a été fait avant cet aménagement des années 80 ou 90, je ne sais pas, a contribué à l'affaissement des planchers, puisque les cloisons d'origine contiennent des chandelles en bois qui participent au maintien général des planchers. Et donc, en les supprimant, ces cloisons, les planchers se sont retrouvés fragilisés. Voilà. Et pourtant, ce ne sont que des cloisons. Et les cloisons fissurées de la cage d'escalier, ben, ont subi le même mouvement, c'est pour ça qu'elles étaient fissurées. Ensuite, la copropriété a choisi un maître d'œuvre et la réhabilitation, du coup, a été une réhabilitation d'ampleur, puisque, ben, vu les problèmes de plancher, vous imaginez bien, c'est compliqué, quoi. Faut quasiment, entre le plancher et l'escalier, il fallait tout refaire, quoi, quasiment. Donc, puis il fallait remettre l'escalier aux normes, du coup, alors ça a fait encore plus tout refaire. En tout cas, voilà, ils ont opté pour ça, la réfection complète des planchers et d'un escalier, la réhabilitation complète du bâtiment, isolation, réseau, coupe-feu, etc., cloisonnement, l'aménagement d'une cour et d'un jardin, une fois que l'aménageur a fait la démolition, puis la création de locaux communs. Voilà, voilà le programme qui est en train d'être mis en œuvre.
Et moi, si je devais conclure un petit peu sur les aménagements, sur cet immeuble, c'est que des aménagements anciens, là, enfin anciens, moins de 50 ans, hein, mais euh, ont créé des pathologies. Il y a eu ce décloisonnement, j'en ai pas trop parlé, mais il y avait aussi des mezzanines qui sont venues appuyer et rajouter du poids d'exploitation sur les planchers, sans études, sans rien. Donc qui ont abouti à cette fragilisation des planchers. Il y a un cheminement de réseau en l'absence de gaines bien plombantes ben, qui est plutôt pathogène, hein, donc avec des dégâts des eaux qui impactent les planchers. Il y a eu des choix de matériaux au cas par cas, non perspirants, et qui masquent l'état des structures. Hein, les plafonds fissurés, rien de mieux que des petites dallettes en polystyrène pour essayer de cacher la misère sans la résoudre. Une absence de ventilation efficace, euh, et l'aménagement de logements dans une structure légère qui n'aurait jamais dû être utilisée pour aménager des logements. Donc on est très très loin malheureusement de la frugalité, puisque ces aménagements précédents, euh, ben, pour le coup, ont été très peu opportuns, voire pathogènes. Voilà. Mon début de carrière, c'est quand même été principalement maçon, même si j'ai fait d'autres métiers périphériques du bâtiment. Quand je me suis reformé sur le bâtiment ancien, j'avais envie de faire du conseil, mais je trouvais pas d'employeur neutre. Je trouvais pas. Là, en ayant le profil de quelqu'un du terrain qui est passé refaire des études derrière. Donc, du coup, j'ai recréé mon entreprise de restauration et d'entretien de bâtiments anciens en maçonnerie, en utilisant bien sûr les matériaux traditionnels le plus possible. Je faisais pas d'éco-construction, mais j'utilisais que de la pierre, du sable, de la terre, du bois, de la chaux, du chanvre. Voilà ce que je faisais. À un moment donné, et même assez rapidement après m'être formé, je suis intervenu en formation. Et c'est vrai qu'après, à un moment donné, bah, j'ai cédé il y a plus de 10 ans mon entreprise pour agir en formation, en ayant aussi fait des formations pour m'amener au niveau d'expert. Et aujourd'hui, il m'arrive de faire, je dirais, régulièrement des diagnostics dans deux cadres. Un, c'est des gens qui achètent des maisons anciennes et qui ont un programme de réhabilitation, la plupart du temps avec des questions soit globales, soit des questions particulières et qui font appel à quelqu'un qui connaît bien le bâti ancien pour leur expliquer au moins dans quel cadre ils sont. De temps en temps, pour amener une réflexion que j'espère pertinente sur les idées qu'ils ont, mais pour moi, c'est d'abord qu'ils comprennent où ils sont, où ils savent, et après, en connaissant bien le bâtiment ancien, les impacts des actes qu'ils vont avoir sur leur bâti. Donc ça, c'est assez fréquent. D'une autre façon assez fréquente, c'est des experts qui ont besoin d'un sapiteur, d'un sachant dans des domaines comme le torchis ou d'autres techniques anciennes où bah, la dernière fois, bah, c'est l'exemple que je voulais savoir, où à un moment donné, un expert, moi, j'ai pas été appelé sur ce bâtiment par l'expert, mais par le propriétaire de la maison, mais l'expert comptait m'appeler aussi pour lui donner des réponses là. Donc, à chaque fois, j'ai des diagnostics techniques, soit assez précis, soit des diagnostics plus larges, mais sur l'objet qu'il y a devant. Et c'est vrai que dans la démarche que j'ai développée, que là, vous allez voir, c'est sur un cas tout petit, mais on serait un cas beaucoup plus complexe, j'utiliserai la même démarche. Ça me paraît indispensable aussi bah, de ne pas être tout seul lors du diagnostic, parce que ils se font dans ce cadre-là, mais de pouvoir le partager, de pouvoir ramener les gens en dessus là. Sur cette petite maison qu'on a en face, donc du coup, j'ai été appelé par le propriétaire suite à des dégradations qu'on voyait principalement sur les enduits de façade. Hein. Là, on voit des taches et des noircissements autour de la porte. Ça, c'est pas dramatique en soi, c'est de l'esthétique, c'est peut-être quelque chose qui fonctionne mal. Bon, c'est pas ça qui inquiétait le maître d'ouvrage outre mesure. Je fais un petit arrêt, et pour dire que dans ma méthode, et je me tiens quand même à ça,
c'est que je sépare la partie observation de la partie déduction. Donc, dans un premier temps, je vais recueillir des informations, puisque on pourrait se dire, dans mon exemple comme dans l'exemple précédent, on regarde dehors, mais si on n'a pas vu dedans, si on n'a pas vu l'autre face, eh ben, il faut pas commencer à faire des déductions en n'ayant que vu la moitié des choses. Donc, vraiment de prendre le temps différent de l'observation, du recueil d'informations et de la partie analyse qu'on peut avoir. Voilà. Donc, sur ces photos, on voit un peu les mêmes problématiques. Il y a des choses où on voit la souris, là, il y a bizarrement, les pierres qui sont les plus hautes s'abîmer presque plus que les pierres qui étaient les plus basses. On voit un enduit, alors on est dans les Pays de Loire, on a des pierres d'encadrement en tuffeau, on a du bois, je ne sais pas s'il est d'origine, ça devait être un appentis, on le voit à la rupture de toit, quelque chose qui a été modifié, un vieillissement des tuffeaux ou une coloration, bon, qui est peut-être importante, mais qui est peut-être pas trop gênante là. Par contre, on le voit sous une baie, eh ben, on a des tuffeaux qui s'abîment, qui se cloquent, qui se boursouflent, je dirais, et en haut, c'est pas les rejaillissements d'en bas hein, qui provoquent ça. Donc, c'était assez surprenant hein, de voir que ça s'abîme à partir d'en haut et plus à l'intérieur que sur la façade en elle-même. Donc, on revoit là, ici, alors c'est une façade qui avait été refaite il y a 2 ans, et des tuffeaux, un remplacement des pierres qui étaient un peu plus anciens, hein, qu'on trouve donc là. Là, c'est le désagrément qui faisait dire au propriétaire, là, il va falloir agir parce que on est incapable de comprendre ce qui se passe, mais là, on commence à avoir un désagrément. On a aussi le désagrément à l'intérieur du bâti, où ça, c'est la porte d'entrée qu'on voyait, et juste sur la photo précédente, en bas, en pied de mur, on a des traces noirâtres, et on a quelques efflorescences en ce qui apparaissent. J'ai eu quelque part une chance, c'est que sur cette baie où il y a des traces noirâtres, je suis arrivé là un jour où il pleuvait, et l'observation faisait que on voyait la pluie qui arrivait, qui mouillait la façade, qui assez rapidement, elle devenait complètement mouillée et la pluie ruisselait et sur la façade. Donc ça, c'est la météo, le jour de chance que je suis arrivé qui m'aurait permis là. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait ou j'aurais vu ça. Mais donc, il y a une partie de l'observation qui était là. Il y a une autre partie dans ce qui est recueil d'observation qui n'est pas directement visuel, mais donc qui continue à ça, c'est qu'on va poser des questions quand c'est possible. Alors, là, j'ai posé des questions. Quand est-ce qu'avaient été remplacées les pierres? Il y a plus d'une dizaine d'années, mais on n'avait pas assez de sous. On a refait la façade qui a 2 ans. Hein, donc là, on voit que 2 ans après, ça s'abîme assez vite. Qu'est-ce que vous avez fait à l'intérieur? Sur les murs intérieurs, on a fait un enduit chaud. Dessus l'enduit chaud, on a fait un enduit de finition terre. Alors, je vais quand même dire qu'est-ce que vous avez fait au sol? Ah on a fait une dalle en béton et on a fait un carrelage. Vous n'avez pas fait de hérisson, non. Qu'est-ce que vous avez mis comme ventilation dans la pièce? Puisque il se posait la question, il se disait, est-ce que l'enduit de façade n'avait pas perturbé, provoqué des condensations dans le mur qui faisaient que ça ressortait d'un intérieur qui est aujourd'hui utilisé comme tous nos habitats aujourd'hui, il est habité, chauffé avec une famille et des enfants, donc à un moment donné, des dégagements de vapeur d'eau qui fait qu'à un moment donné, on a changé les fenêtres, donc je regardais aussi la ventilation, mais donc tout ça, c'est des observations et des informations qui me permettent de passer à l'étape suivante. Dans les dernières informations sur la façade que j'ai recueillies, je leur ai dit, vous avez des DOE ou est-ce que vous avez des documents, vous savez, et ce qu'a mis l'artisan sur la façade. Ah, ils ont dit oui, oui, ils ont mis une chaux que je vais appeler Cholix encore d'enduit, et on a fini par une chaux qui est une chaux naturelle qui s'appelle la chaux colorée. Et comme parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir la couleur qu'ils voulaient avec le sable, donc on a mis une chaux colorée, était là. Donc là, on arrête la phase, on est à la fin de la phase de l'observation. Donc la deuxième phase,
c'est de faire appel à toutes les connaissances qu'on a emmagasinées qui nous permettent de passer à une phase de diagnostic et d'arriver à des conclusions. Là, c'est juste une carte géologique de l'endroit où c'est, mais la première connaissance qu'on oublie, c'est qu'on connaît le contexte naturel ou habité par homme, dans lequel on est. Ben, moi, je sais que je suis dans un climat océanique tempéré sur cette maison. Je sais d'où sont les vents dominants et je sais que sur cette maison, le pignon ouest, il est exposé aux pluies dominantes. Je sais que je suis dans une micro-région, dans un microclimat où on construisait au 19e, parce que ça, je le sais aussi sur le bâtiment, sa configuration, son architecture me disait que c'était à peu près ça. Ben, je sais qu'il est fait souvent avec des matériaux locaux. On n'est pas, je dirais, comparé à la région voisine, quand on a du granit, on n'a pas de chaux, donc on monte à la terre. Alors que nous, on sait qu'on a aussi des calcaires et on va pouvoir utiliser la chaux. Donc, globalement, ça, je le sais, même si je ne l'ai pas lu. Donc, ça, c'est ce matériau local de ma région. On connaît globalement aussi ce qu'on a dans le substrat, hein, et les matériaux utilisés, et même aussi, on va connaître bien souvent la technologie. On se dit, tiens, au 19e, ils font ça. Aujourd'hui, on est différent. Ce que je vais connaître aussi, c'est qu'aujourd'hui, en restauration, réhabilitation, ben, la chaux hydraulique a pris le dessus sur la chaux aérienne. On veut quand même des choses qui durent un peu plus longtemps. On nous dit qu'il faut que ça résiste à l'eau. On nous parle d'imperméabilité de temps en temps, à tort et à travers. Mais cette culture globale des professionnels du bâtiment, des gens qui m'entourent, oh, je commence à la connaître aussi, tout comme bah, je sais qu'il y a des contextes réglementaires, que de temps en temps, on me ramène des DTU, alors que globalement, dans le bâti ancien, bon, on n'est pas obligé de les respecter. Après, il y a aussi d'autres choses qu'on connaît. Ben, là, je suis dans un cas où l'humidité, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, elle va avoir son rôle. Donc, ben, je connais bien ce que c'est la capillarité d'un matériau, la perméance à la vapeur d'eau, le développement des moisissures, des algues, des lichens, l'effet que ça peut avoir sur la mécanique, sur la dissolution des matériaux. Si j'avais isolé ou enlevé la ventilation précédente, qu'est-ce qui va se passer? Où ça va me poser un problème? Donc, toutes ces notions, on en a quand même plus ou moins intégrées. Certaines, on les a bossées, on les a potassées. D'autres, on a plus ou moins une vague idée. Mais toutes ces données, ben, si je l'avais pas, j'irais pas faire des diagnostics. Je pourrais faire que la première partie, c'est faire l'état des lieux. La deuxième partie qu'on oublie, mais qui demande quand même du temps, qui demande toute une vie, qui est passionnante, que je vous souhaite de continuer à faire longtemps, c'est d'alimenter une base de données de connaissances. Et c'est justement de confronter ce qu'on a observé finement le plus neutralement possible, sans a priori, quand même en répondant, en essayant un focus sur la question qu'il nous pose, et de confronter à toutes ces connaissances qu'on peut avoir acquises qui nous permettent de faire une analyse. Donc sur ce bâtiment, moi, de façon assez simple, au niveau de l'enduit, du vieillissement des pierres, la chaux que je vais appeler Calix, ben, je sais, je la connaissais, cette chaux, c'est une chaux qui a perdu le N, c'est plus une NHL. Donc c'est une HL 3.5 qui, moi, j'utilisais pour, sur du bâtiment neuf, sur de la construction en briques monomures, justement parce qu'elle était imperméable. Et la chaux colorée qui a été rajoutée dessus, qui elle est une chaux naturelle faiblement hydraulique, laisse un peu rentrer l'eau. Donc dès qu'il pleuvait, l'eau rentrait dans la couche superficielle et on le voyait à la coloration de l'enduit. Par contre, elle était bloquée là. Peut-être que ça préserve le mur, tant mieux peut-être, mais du coup, elle ruisselait assez vite en surface. Elle arrive devant une pierre qui est le calcaire le plus tendre, le plus poreux, le plus capillaire qu'on utilise en France. C'est un calcaire très fragile qui est celui des châteaux de la Loire, donc il n'est pas trop mal quand même. Ce tuffeau, ben, à un moment donné, l'eau, par l'interstice en haut dessus, elle rentrait dans le tuffeau. Bon. Et elle rentrait, elle chemine dans ce matériau et par gravité finit par descendre et provoquer des dégâts à l'endroit où on n'attendait pas. Mais donc là, on avait une migration, alors une dissolution du calcium des ions calcaires dans le tuffeau. Et après, on avait cette pathologie-là. Ah,
qui pouvait pas se traiter de la même façon là aujourd'hui, parce que ce joint entre la sous-couche d'enduit et le tuffeau, on est incapable de le faire. On pourrait y mettre, je dirais, soit une bavette en zinc pour rejeter l'eau au là, ou sinon, ben, la proposition, c'était de regarder le bâtiment en face et de voir que dans les enduits anciens, on n'avait pas de barrière, on avait une migration de l'eau un peu partout. Donc, à partir de là, ben, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est tout ce qu'on pouvait faire, mais tout ce qu'on avait besoin pour pouvoir faire un diagnostic. Alors, je rajouterais même que, comme Frédéric, de temps en temps, on avait aussi besoin de spécialistes ou de renseignements qui viennent d'ailleurs, et on n'a pas honte, ben, soit on demande une étude, là je vous ai mis le cadastre Napoléon, ou on va chercher des documents ailleurs, ou des sources ailleurs, parce qu'on n'y arrive pas. Mais du coup, la première étape de confrontation des connaissances et de ce qu'on a observé peut nous amener soit à établir un diagnostic qu'on essaye de partager parce que je fais ma démarche au fur et à mesure, soit de redire, ben, tout comme un médecin qui vous ausculte, il vous envoie chez un spécialiste ou vous envoie faire une analyse pour amener une réponse qui amène un traitement ou qui amène une solution, mais qui répond à la question. Alors de mon côté, effectivement, hein, ça dépend de la taille, surtout les copropriétés, parce que je crois que la question c'est en copro. Euh, Moi, j'ai fait des diagnostics sur des copropriétés de 300 logements et d'autres où il n'y en avait que 6. C'est évidemment pas le même travail parce que déjà le temps de visite peut être démultiplié. Là, celui que j'ai présenté, j'ai dû le visiter en 3 fois et encore au bout de 3 fois, je n'avais toujours pas tout visité. Et ça, c'est problématique pour avoir un diagnostic. Faut bien y penser, hein, c'est que effectivement, il nous manque des données et que, il faut bien le préciser dans le cadre de la mission. C'est que quand on ne peut pas voir des choses, le diagnostic, il va pas être exhaustif, hein. Et donc, pour tout vous dire, bien sûr, si je dois retourner 3 fois sur les lieux, bah, ça va me coûter plus de temps que si j'y vais en une seule fois. Lorsque, de façon générale, je crois que je prévoyais, parfois on arrive à visiter en une seule fois, et pour un immeuble de ce type, on arrivait à visiter en, mettons, 2 heures. La visite en soi, donc bien sûr, ça peut être 2 heures, ça peut être 2 jours, ça dépend du nombre. Le rapport, personnellement, en général, je crois qu'en 2 jours, j'arrivais à faire un rapport assez bien ficelé. 2 jours pour mettre un rapport en bonne et due forme, c'est vraiment un minimum. En général, après, on le relit ensemble et on se rend compte de coquilles. Et si jamais il faut la sortir de plan ou de schéma, bah forcément, on va rajouter une journée de plus pour le graphisme. S'il faut rajouter des estimations, ça va être beaucoup plus, c'est facilement un jour d'essayer d'estimer à la louche ce qui constitue voilà, les préconisations. C'est le programme en lui-même, la rédaction, c'est au moins 2 jours. Voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent fractionné, en fait, pour être honnête. Bah, sur ce cas précis, j'ai passé 2 heures. Heures sur site. Globalement, je considère qu'il faut presque autant de temps ou en gros 2 fois plus de temps entre faire une visite et puis un rapport clair. Et là, c'est vrai que je mets un peu plus de temps à faire les rapports que les visites sur site. C'est vrai que bah, le téléphone portable est un bon outil puisqu'aujourd'hui, systématiquement, je prends en photo et j'enregistre en même temps. Moi, je crois qu'il faut vraiment annoncer la couleur. Le diagnostic réglementaire, il rentre dans un cadre de convention. Je dirais tous les diagnostics sont des diagnostics assez cadrés, assez précis. On peut en penser ce qu'on en veut. Le diagnostic amiante, le diagnostic plomb, je dirais, c'est fait avec, je dirais, parce que ça touche un tout petit domaine, des questions assez simples. Est-ce qu'il y a du plomb? Est-ce qu'il n'y a pas de plomb? Donc, on a des outils qui permettent de le dire. Le diagnostic thermique, il répond à un cadre réglementaire conventionnel. On a dit que par convention, la thermique marchait comme ça. On sait très bien que l'inertie ne rentre pas de, la capacité thermique des matériaux ne rentre pas de. Mais donc, eux, on répond à ce cadre précis
parce que le diagnostic thermique est beaucoup plus complexe que le diagnostic réglementaire. Donc, mais je pense que les gens commencent à s'en apercevoir. Si on veut une simulation thermique dynamique, ça sera plus cher et ça sera peut-être la même personne, ça sera pas la même personne que la personne qui fait le diagnostic réglementaire. Parmi les diagnostiqueurs qui font des diagnostics réglementaires, certains sont suffisamment intelligents pour signaler aux gens qu'à un moment donné, ça rentre bien dans un cadre, mais que s'ils veulent faire des travaux à un prix juste ou à un bon rapport pour pouvoir ce qu'on va voir, moi je connais des diagnostiqueurs qui le disent carrément. Je dirais, il faut surtout pas amener de la confusion par son discours, mais ça me semble pas problématique en soi, quoi. Et donc, dans le cadre des opérations de restauration immobilière, donc ce que j'indiquais au départ, c'est que c'est couplé avec des possibilités d'aide et de subvention, et celle-ci étant gérée par l'ANA, c'est sûr que ça complexifie un peu les choses pour les propriétaires, mais le but, c'est bien effectivement de sortir de l'état des passoires thermiques. Donc, tout à fait d'accord avec toi, Luc. On rentre dans un cadre avec voilà, des isolants qui ont tel R, tel lambda, tel. Bon, c'est pas forcément très satisfaisant de se contenter de ça. Dans la mesure du possible, on essaye que l'architecte choisi par la copropriété, enfin, ou par la monopropriété, hein, les ORI, c'est pas que des copros, mais que l'architecte choisi peut-être s'accompagne aussi d'un BE thermique un peu pertinent. En tout cas, oui, le rôle du programme, il est demandé en fait de respecter quelque part le fait que quand on touche à un élément, à l'époque c'était la RT par élément hein, au moment de ce programme de travaux, donc quand on touche un élément, on demandait à ce que cet élément soit suivant la réglementation. Donc forcément, euh, des, ça a amélioré comment dire, les performances. Malheureusement, il n'y avait pas du tout cette notion, par exemple, d'utiliser enfin, nous, on le rajoutait, d'utiliser des matériaux qui soient compatibles en fait avec l'ancien, la perspirance, etc. Et ça, c'était pas du tout regardé dans le cadre des subventions. L'ANA ne regardait pas ces aspects-là. L'ANA, elle en est là aujourd'hui. C'est une solution unique. Un R237 sur les murs, quel que soit le truc là. Mais donc, à un moment donné, bah alors, si financièrement on a besoin de l'ANA pour boucler là, bah oui, bah je vous dirais, bah oui, c'est dommage, mais il y a pas d'autre solution. Par contre, si on faisait un DPE plus sérieux qui nous amène ça, mais il faudra y mettre des moyens. Il ne faudra pas dire le diagnostiqueur en 2 heures, il va faire le tour de la question. Aujourd'hui, s'il veut travailler dessus, s'il veut rentrer toutes les données des matériaux, il y a quand même une bibliothèque. Je dirais pas qui est tel que dit Luc à juste titre, le bâtiment ancien est beaucoup plus complexe, donc la bibliothèque aujourd'hui du DPE n'arrivera pas à avoir toute la complexité du bâtiment ancien, mais je dirais on peut approcher des choses bien plus approchées qu'entièrement, mais on ne peut pas les avoir pour le moins cher possible avec un gars qui va travailler en 2 heures, qui va vous faire le tour de la maison et faire ça. Donc, je dirais, on sait que, je dirais, il y a des outils qui sont là, mais aussi, il faut orienter aussi dans ce sens-là. Mais de payer un diagnostic plus cher parce qu'on aura choisi, et c'est peut-être vous, votre travail, de discuter avec les diagnostiqueurs, comment tu pratiques. Et si je te demande ça en plus parce que le logiciel le permet, tu fais payer combien? Mais si on s'aperçoit que ça génère 40% d'économie de travaux, ben on n'aura pas, ça ne sera pas trop cher d'avoir fait travailler un diagnostiqueur jusqu'au bout des possibilités, je dirais, que la bécane, que le logiciel aujourd'hui permet, et d'avoir un autre résultat. Si on acceptait de payer 600 ou 1000 euros pour le diagnostic, ben autant on ferait des économies derrière, puisque la maison serait mieux qualifiée que le départ, et on n'aurait peut-être pas d'obligation de travaux qu'on s'impose soi. Avec la prise en compte de la complexité, je pense qu'il faut y aller et que c'est un peu faisable. Quand on discute avec les gens de Tribu Énergie, avec Nathalie Chang, qui a travaillé sur le DPE qui concerne le bâti ancien, elle dit, bah, on a rajouté énormément d'entrées, mais si vous continuez à aller chercher un diagnostiqueur pour le DPE
en regardant le prix le moins cher pour avoir le diagnostic et passer dans les trucs, ben, c'est évident que le gars ne vous fera pas le travail qui pourrait permettre une prise en compte meilleure aujourd'hui du DPE sur le bâti ancien aussi. Comme j'étais entreprise, j'avais une responsabilité civile et aujourd'hui, l'assureur me connaissait, j'ai une responsabilité civile pour ce type d'activité. Je suis quand même très vigilant puisque, d'autre part, en faisant de l'expertise, ben, une fois que vous faites de l'expertise, c'est pour ça que je suis plutôt aujourd'hui en tant que sapiteur, que j'ai pas continué à vouloir être expert. Le rôle de l'expert est de dire pourquoi ça va mal, mais il ne peut pas dire comment on va faire pour corriger, vu que c'est de la conception. Une partie d'entre vous, comme vous êtes maître d'œuvre, oui, il y a pas de souci, mais c'est vrai que ceux qui peuvent être des experts dans leur domaine, de la charpente ou des choses comme ça, qui sont tout à fait aptes à faire des diagnostics de charpente, à un moment donné, il faut bien faire attention, je dirais, dans ce qu'on fait. Entre ce qui est le diagnostic, même si c'est frustrant, on ne doit pas faire de maîtrise d'œuvre derrière, je dirais, il faut pouvoir avoir les assurances en maîtrise d'œuvre pour les faire. Je dirais au niveau école, oui, il y a les Vosges, il y a l'école d'Avignon qui propose des formations aussi sur le diagnostic, que ce soit structurel, mais des fois aussi patrimonial, architectural. Là, donc, on va trouver l'école d'Avignon, il y a le PNR des Vosges, il y a certaines formations qu'on va trouver aujourd'hui plutôt orientées éco-réhabilitation, qui ont au moins un intérêt, c'est de vouloir avoir une vision globale. Donc, tous ces gens qui prétendent avoir une vision globale ne peuvent pas dire, bah, tiens, on prend juste la structure, on prend juste la thermique, on garde que le petit côté de la lorgnette. Et une partie des gens aussi, euh, aussi la spécificité, aussi bâti ancien, mais fonctionnement global du bâti ancien. Moi, je connais le réseau Ecobat qui est implanté dans plusieurs régions, Ecobat Développement forme, je dirais, à la lecture, à l'analyse du bâti ancien. Donc là, il s'adresse qu'à des professionnels. Donc à un moment donné, pour avoir un peu plus de billes, au moins pour comprendre. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, ça va très bien parce que soit on a des professionnels en exercice d'un corps de métier, soit des professionnels de la maîtrise d'œuvre dans le réseau Ecobat. Donc à un moment donné, on rajoute des cordes ou on rajoute des billes à son arc là, qui est là au départ. Là, c'était compliqué parce que c'est pareil, j'aurais été entre guillemets jugée partie. Moi, dans ma mission, j'avais aussi par la suite le suivi euh, de l'ordre du technique, hein, des propriétaires et de leurs archis s'ils avaient des questions techniques. C'est-à-dire, j'avais le suivi jusqu'à ce que quelque part le, le projet aboutisse et qu'on puisse voilà, être écarté, voilà, savoir que là, OK, eux ont été au bout de leurs obligations. Donc, concrètement, ça veut dire que je pouvais avoir un lien. Nous, on essayait de privilégier au maximum un lien dès le départ, avant même que l'obligation de travaux ne tombe sur les propriétaires. On les rencontrait et on leur parlait dès que possible qu'ils missionnent un maître d'œuvre qui ait une vision globale, donc de préférence, effectivement, bon, alors en plus un architecte, dès lors qu'il y avait des histoires de surface, on ne pouvait pas l'éviter, mais ou une équipe de maîtrise d'œuvre qui allait les accompagner pour aller plus loin. Et en fait, lorsqu'un archi était, par exemple, lors de la sélection des architectes, on pouvait venir euh, presque faire de l'AMO, hein. Alors, je vais juste répondre pour ma part. Je prétends pas amener une réponse totale à ta demande. Mais si je suis là, si nous, les gens de la frugalité, on est là ce soir, c'est parce qu'on pense que, comme toi, je pense que tu le penses aussi, qu'à un moment donné, c'est parce que notre culture va évoluer. Notre culture va évoluer. L'a vu un peu, on voit dans le chat, là,
quelqu'un qui parlait de projet de loi qui est voté au Sénat sur la prise en compte du bâti ancien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça va pas assez vite. On va Oui. encore attendre longtemps là. Mais à un moment donné, je dirais, quelque part le militantisme qui nous permet de le faire. C'est vrai que plus on sera à essayer de penser différemment, de temps en temps, moi je l'ai vécu plus dans le chanvre, je suis pas tellement dans la paille, dans le chanvre, un peu dans la terre, à un moment donné, parce que aussi on n'attend pas que les choses bougent, c'est on bouge nous-mêmes les règles que à la marge, hein. Là, je dirais la philosophie ANA, ben, elle y est pas, mais d'un autre côté, les services de l'État, le CEREMA, travaillent sur un centre de ressources du bâtiment ancien qui s'appelle le CREBA. Il y a quand même parmi les gens qui travaillent dans les ministères, il y a des gens qui peuvent avoir notre écoute, et je dirais entre le militantisme et puis de soutenir aussi quelques opérations, que ce soit porté soit par des associations ou même par je dirais des hommes de la fonction publique. Je ne vois pas d'autres réponses, mais c'est vrai que de temps en temps, comme toi, je continuerai à dire, mais c'est pas possible, on se marche sur la tête. Mais bon, après, je dirais, j'ai les deux tiraillés, je suis tiraillé, mais il y a les deux choses qui arrivent en même temps, quoi.